Des gens comme Elon Musk pensent qu'on va servir à rien et que le monde de demain sera fait avec très peu d'hommes ou pas d'hommes du tout. Les pays qui vont le mieux s'en sortir à l'ère de l'IA et des robots, c'est ceux qui sont en déclin démographique et qui refusent l'immigration. Notre vrai maître, c'est pas Macron, c'est la Silicon Valley, c'est les milliardaires qui produisent l'IA. C'est là que sont nos vrais maîtres. C'est eux qui organisent nos vies. Et en 2050-2100, je vois pas comment ce genre de métier peut continuer à exister. Je dis les yeux dans les yeux aux jeunes, si vous faites des études de médecine aujourd'hui telles que sont organisées les études de médecine, vous allez perdre 10 années de votre vie. Dialogue à propos de l'intelligence artificielle. Est-elle une menace pour l'humanité? Menace-t-elle nos démocraties? Quelle est et quelle sera son influence sur notre vie quotidienne, sur notre vie personnelle? Pour en parler avec nous, le docteur Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Laurent Alexandre, vous êtes médecin, vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivain, vous collaborez dans plusieurs journaux. Vous avez publié récemment « Ne faites plus d'études » aux éditions Buchet-Chastel avec Olivier Babot. C'est votre dernier livre. Face à vous, Raphaël Dohan. Bonjour. Bonjour. Raphaël Dohan, vous êtes haut fonctionnaire essayiste. Absolument. C'est cela. Et vous avez publié « Faire de la France une démocratie » aux éditions Passé Composé. C'est votre dernier livre également. C'est le dernier. Bon, messieurs, ça me fait plaisir de vous recevoir. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent peuvent intervenir, poser des questions, réagir, évidemment, tout au long de ce podcast. Je regardais, aux États-Unis, des bibliothécaires, des libraires sont désemparés. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que des lecteurs leur demandent des références, des livres conseillés par l'intelligence artificielle. Oui, mais ces livres n'existent pas. Laurent Alexandre, c'est incroyable. Dites-moi, ces livres, l'intelligence artificielle indique, je ne sais pas moi, un titre de livre qui n'existe pas. Et chacun se précipite dans sa librairie pour aller le chercher. On sait que l'intelligence artificielle peut se tromper et elle peut halluciner. Divaguer. Halluciner, on appelle ça les hallucinations. Oui. Donc c'est un mécanisme qui est connu, qu'on peut réduire. Les nouvelles versions hallucinent moins que les anciennes versions. Donc ce sont en général des histoires anciennes, parce que les nouvelles versions comme ChatGPT 5.2, Gemini 3 et puis Claude 4.5 hallucinent beaucoup moins, mais c'est vrai que cela peut arriver. Cela dit, l'IA hallucine moins et déconne moins que les humains quand même. Ah bon? Oui. Raphaël Dohan? Oui, il y a deux manières de leur permettre d'halluciner moins, de faire moins d'erreurs comme ça. Parce que, pour essayer d'expliquer vraiment très, très simplement, ce que fait l'IA quand elle propose un titre de livre qui n'existe pas, elle essaie juste de répondre à la question intuitivement en disant un titre de livre vraisemblable. C'est ça qu'elle est censée faire. Et souvent, elles sont si bonnes que, intuitivement, elles arrivent à savoir qu'il y a des vrais livres. Enfin, quels sont les titres et les éditeurs. Ça. Parfois, ça tombe à côté. Mais ce qui permet d'éviter à l'IA de faire ça, c'est que de plus en plus, elle peut, et elle pourra encore plus facilement plus tard, aller sur Internet, vérifier si ce qu'elle a imaginé existe vraiment, éventuellement faire une recherche Google comme vous et moi pour voir ce qu'il y a comme livre qui pourrait répondre à la question. Donc en fait, ça, c'est des questions ou des problèmes qui se posent depuis 2-3 ans et qui ne se poseront en fait plus du tout, je pense, dans les 3 prochaines années. Est-ce que l'intelligence humaine est dépassée dans tous les domaines? Aujourd'hui, non, mais je pense qu'elle le sera assez vite. Aujourd'hui, non. Je dirais qu'aujourd'hui, pas tout à fait, mais je suis même pas sûr que Laurent dirait ça sur absolument tout à l'instant T. Non, mais sur la plupart des domaines. Notre dépassement est en cours dans tous les domaines. Il y a encore des endroits où on est meilleur que l'IA, mais tu es d'accord, c'est temporaire. Je suis d'accord, et en fait, aujourd'hui, ce qui limite l'intelligence artificielle, c'est pas tellement finalement chaque tâche dans chaque domaine, c'est plutôt la capacité à relier les tâches entre elles, et aussi, une chose qui nous paraît, nous, plutôt facile, mais de faire des tâches longues. C'est bête, mais en fait, c'est pas tellement une capacité de pure réflexion qui manque à l'IA, c'est la capacité à, par exemple, travailler pendant 20 heures de suite sur des petites tâches bêtes sans perdre le contexte. Exemple. Je vais imaginer que vous devez organiser un mariage, par exemple. Il y a plein de choses à faire, et c'est pas intellectuellement compliqué d'organiser un mariage. Faut aller commander le traiteur, trouver la salle. Il y a des centaines de micro-tâches. Mais voilà, il y a plein de petits micro-tâches. Et ça, l'IA est encore limitée. Parce qu'il faut qu'elle se souvienne de tout, de plein de petits détails qui sont... C'est-à-dire imaginons que vous avez réservé le traiteur pour pile telle heure et que dedans il y a tant de petits fours, etc. Bon, ça,
imaginons que vous avez fait ça au début, et qu'ensuite à la fin, vous commencez à réserver, je sais pas, le nombre de fleurs pour les tables, et peut-être que l'IA va, si elle fait ça 10 heures après avoir écrit énormément de mails, de tâches, etc., va plus se souvenir exactement du nombre de tables qu'elle avait fait à l'origine. Elle n'a pas de mémoire, alors. Elle n'a pas de mémoire. C'est un peu le problème. Elle n'a pas de mémoire à long terme pour l'instant, mais il y a des mécanismes Exactement. et des techniques pour résoudre ce problème. C'est un problème qui sera résolu dans 18 mois au maximum. C'est temporaire. L'IA, c'est un outil? Non, c'est plus qu'un outil. C'est un concurrent de l'homme. De penser que l'IA est un outil, c'est une erreur. L'IA n'est pas un logiciel, c'est une concurrence de notre cerveau, et donc c'est beaucoup plus qu'un outil. C'est bien le problème. C'est-à-dire que si vous prenez la médecine, toutes les études montrent que ChatGPT est 4 fois meilleur qu'un médecin spécialiste pour faire un diagnostic. 4 fois meilleur. On voit bien que là, ce n'est pas un outil, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, est-ce que l'IA, demain, pourrait être autonome, voire dangereuse, et avoir des objectifs propres? Ça, c'est l'une des questions. Ce sont les questions qu'on va poser, d'ailleurs. Il n'y a pas d'accord entre les spécialistes. Il y a des gens qui sont persuadés que l'IA nous menace à court terme, comme le prix Nobel Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur des intelligences artificielles modernes. Puis il y a des gens qui disent, comme Yann Lequin, qu'il n'y a pas de risque que l'IA nous extermine. Il n'y a pas de consensus sur ce point. Il n'y a pas de consensus. Nous allons voir l'influence de l'IA sur notre vie professionnelle, notre vie quotidienne, notre vie sociale, notre vie amoureuse aussi. Alors, vous dites ce n'est pas un outil. C'est comparable à quoi, l'IA? C'est comparable à l'invention de l'imprimerie? Certains ont dit cela. C'est bien plus fort que ça encore. Parce que l'IA produit de l'intelligence. C'est quelque chose qui n'est... Une production industrielle d'intelligence, ça n'est jamais arrivé. L'imprimerie recopiait des textes, mais elle ne produisait pas d'intelligence. Là, c'est un phénomène... Pour moi, c'est une nouvelle étape dans la même histoire que celle de l'invention de l'imprimerie. Il y a d'abord eu, finalement, l'IA aujourd'hui, c'est de la génération de texte, fondamentalement. Et c'est surpuissant, en fait, le texte. C'est ça qu'on oublie parfois un peu. Quand on a inventé l'écriture à la préhistoire, on a en fait permis d'automatiser la mémoire. Avant, il fallait tout apprendre par cœur. Tout d'un coup, on pouvait déléguer ça à une sorte de technologie, de machine, qui était la capacité à écrire les idées sur un texte. Et ça permet de faire naître tout d'un coup la comptabilité, l'administration, l'État, parce que vous ne pouvez pas avoir d'État si vous n'êtes pas capable de savoir que vous avez tant de contribuables, etc. Mais là, on est à un stade encore ultérieur où on génère les idées, où elles sortent de nulle part. C'est la première fois qu'on a dans l'histoire de l'humanité du texte qui est écrit par quelque chose d'autre qu'un humain. C'est quand même une révolution anthropologique. Quand on y pense, c'est assez fascinant, c'est vertigineux. On est bien d'accord. Mais comment l'intelligence artificielle arrive-t-elle à écrire le texte que l'humain attend? C'est très compliqué. Les gens imaginent que l'intelligence artificielle, en fait, elle a une base de données derrière et qu'en fait, elle va piocher dans une base de données comme Google. C'est pas du tout ça. Il n'y a aucune base de données. Ça, on ne sait pas. On ne comprend pas. Il n'y a pas de base de données. Elle reproduit ça en reconstruisant les idées à partir des milliers de milliards de neurones artificiels qu'elle a. Le neurone artificiel n'étant pas un objet physique, c'est un composant électronique virtuel qui a des caractéristiques mathématiques, un poids et un biais. C'est extrêmement troublant. D'ailleurs, aujourd'hui encore, début 2026, on ne comprend pas toujours très bien comment l'intelligence artificielle arrive à produire des textes aussi intelligents alors qu'elle n'a aucune base de données à sa disposition, sauf quand on l'autorise à aller sur Internet. Et une chose intéressante, c'est que fondamentalement, si on le réduit vraiment à sa plus simple expression, ça ne fait que prédire le mot suivant, ou le bout de mot suivant. En fait, c'est une machine qui est entraînée à faire ça. Et certains se servent de cette description pour dire, vous voyez, finalement, c'est pas intelligent, ça ne fait que produire des petits bouts de mots. Un peu que certains disent, comme votre correcteur sur votre téléphone qui vous propose le mot d'après. Mais en revanche, ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça, ça arrive à faire des réponses qui, comme vous dites, correspondent à ce qu'on attend, et même des choses qui pourraient paraître inatteignable avec ce genre de phénomène, comme pour faire des poèmes qui riment. Vous imaginez de pouvoir prévoir à l'avance les rimes. Vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle. Correspond à ce qu'on attend. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, finalement, nous offre des réponses attendues. Elle peut nous contredire. Elle peut nous contredire. Ça dépend de la façon de ce qu'on lui demande. Moi, je lui demande de me contredire et de me challenger, et de ne pas être obséquieuse, mais il y a des gens qui adorent l'IA obséquieuse, qui vous admirent, qui vous disent que vous êtes grand, beau, fort, intelligent, magnifique. Donc, moi, j'aime pas l'IA obséquieuse, il y a des gens qui aiment. Moi, je préfère l'IA combative qui me conteste et qui me challenge. On choisit. On n'est pas obligé d'avoir une IA toujours gentille. Mais comment choisir
Comment choisir? Alors, il y a ce que vous pouvez choisir vous en lui demandant, enfin en parlant avec elle, en lui disant, moi je veux que tu sois critique avec moi ou pas. Je veux que vous soyez critique avec moi. Il y a aussi la manière dont c'est entraîné, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner, et ils le font, l'IA sur ce que des humains jugent bon ou pas comme réponse. Il y a une phase de l'entraînement qui consiste en ça, c'est des humains voient les réponses de l'IA et disent celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne. Là évidemment ça a tendance à l'entraîner vers ce qui nous plaît. Mais il y a aussi des manières de plus en plus courantes aujourd'hui dans les grands laboratoires qui est on lui donne une tâche et si elle réussit la tâche, on lui donne un bon point et elle s'améliore, et si elle rate la tâche, elle n'a pas le bon point. Mais ça veut dire que c'est un peu indépendant de ce qui nous plaît. Ça peut être des choses qui réussissent, comme par exemple réussir à faire du code qui fonctionne. Ça, c'est pas ce qui nous plaît. C'est une tâche qui réussit. Oui, c'est une manipulation. Tout est manipulation. Ouais, quand un patron demande à un salarié de faire telle ou telle tâche, on pourrait dire que c'est une manipulation. Mais là, ça va être un peu pareil. On demande à l'IA de faire des trucs, elle les fait. Elle les fait aussi bien qu'elle peut le faire à partir de ce qu'on lui a demandé, de la manière dont on l'a entraîné, mais en fait ça marche, c'est ça qui compte. Prise de pouvoir sur l'homme? Le débat, il est ouvert. Il y a des gens qui sont convaincus que l'IA n'est pas un outil, mais qu'elle est notre successeur. Par exemple, les dirigeants de Google pensent que l'IA va finir... Vous êtes convaincu de cela? Je pense que c'est challenging, mais on peut peut-être lutter pour maintenir l'espèce humaine sur le devant de la scène. Mais les dirigeants de Google sont persuadés que la bataille est perdue et que l'IA est notre successeur. Il faut jamais oublier que nous dormons, nous vieillissons, notre cerveau il vit très peu de temps, il est très fragile, alors que l'IA est immortelle, elle n'est pas fragile, elle peut se recopier. La supériorité de l'intelligence artificielle sur le cerveau humain est incroyable. En fait, notre cerveau est complètement has-been. À quoi servons-nous? Des gens comme Elon Musk pensent qu'on va servir à rien et que le monde de demain sera fait avec très peu d'hommes ou pas d'hommes du tout. Ou alors on va se trouver d'autres occupations et on fera autre chose que des activités productives. Mais imaginez la cour de Versailles sous Louis XIV, ils ne servent à rien, tous les courtisans. Ils font rien, ils travaillent pas, ils ne portent rien. Ils se trouvaient plein de choses à faire, ils s'ennuyaient pas. Enfin, ils se faisaient des petits complots, ils se faisaient des jeux de statues. Ça se trouve, tout le monde sera comme ça parce que on sera tous comme des aristocrates qui n'avont absolument rien à faire dans la journée. Et comment vivrons-nous? Matériellement, comment vivons-nous? C'est pas un problème. Regardez, il y a un consensus dans la Silicon Valley pour penser que la croissance économique va accélérer. Alors, il y a un désaccord sur les chiffres. Elon Musk est persuadé qu'on va très vite avoir des taux de croissance de 10, 15, 20, 30% par an. C'est-à-dire une explosion de la production économique. Dans tous les pays du monde. Grâce à l'IA, qui va inventer des milliers de nouvelles choses chaque jour, et puis à la robotique, qui va permettre d'avoir une main-d'œuvre qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais être fatiguée. Donc la Silicon Valley est persuadée qu'on va avoir une explosion de la croissance économique, ce qui va permettre de payer le revenu universel de la majeure partie de la population. C'est-à-dire que la majeure partie de la population, si je vous suis, ne travaillera pas, ne travaillera plus et s'occupera... Ça va être compliqué d'être compétitif avec l'intelligence artificielle. Voyez, si vous prenez mon métier, qui est la médecine, je ne vois pas comment dans 20 ans un médecin pourrait... être compétitif face à l'intelligence artificielle, vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle progresse. Il ne faut pas oublier que le quotient intellectuel de la dernière version de ChatGPT est de 143, c'est-à-dire supérieur à 99,95% des Français. Elle est imprévisible, l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Elle est imprévisible. Oui. Donc imprévisible, ça veut dire dangereuse, peut-être. Imprévisible, nous avons construit une machine infernale que nous ne comprenons pas. Qui nous emprisonne. Que nous ne comprenons pas bien. Nous ne comprenons pas bien comment fonctionne l'IA. Hein. On a des idées, mais on a des gros tours. C'est grave, ça. Et elle progresse plus vite que nous. On comprend comment elle marche, c'est juste qu'on ne sait pas dans le détail exactement ce qui fait qu'à telle ou telle réponse, elle va donner, à telle ou telle question, elle va donner telle ou telle réponse. Mais on sait évidemment comment l'architecture fonctionne. Mais après, l'avantage, c'est que comme ça passe par du texte, elle peut quand même vous expliquer son raisonnement. C'est l'avantage. Même si mathématiquement, on ne sait pas exactement quel paramètre, quel neurone a été activé, mais comme chez les humains d'ailleurs, après tout, où le président de la République prend une décision absurde. On ne sait pas pourquoi il l'a prise. Il faut aller dans son cerveau, faire un scan. On est tous imprévisibles, ça. On est bien d'accord. Mais et si elle se rebellait contre l'être humain? C'est possible, ça? Pour l'instant, on n'en voit pas la trace. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un début de ce que les anglo-saxons appellent le self-awareness. C'est-à-dire l'IA comprend un tout petit peu qu'elle existe, mais elle n'a pas de projet propre. On voit que quand on menace de la couper, de la supprimer, elle a tendance à faire des copies de sauvegarde pour se protéger, mais c'est normal. C'est une protection quasiment animale. Mais d'aller jusqu'à se rebeller, pour l'instant, on n'en voit pas trop la trace.
Non, ce qui inquiète certains chercheurs, c'est plutôt que par accident, elle fasse des choses qu'on ne veut pas en essayant d'atteindre un autre but. Que vous lui dites, donnez-nous un exemple. Imaginons que, alors on se projette dans un futur proche, mais vous lui demandez de, vous êtes dans la défense, vous lui demandez d'organiser la stratégie d'une opération militaire, une opération extérieure, et en cours de route, elle va se dire que peut-être qu'il faut sacrifier telle ville plutôt qu'une autre, et elle va le faire elle-même sans vous demander votre avis, quoi. Bon, ça c'est un exemple extrême, mais on voit déjà ce genre de petits problèmes qui peut se poser même au niveau du code informatique. Par exemple, elle peut se décider qu'en fait, il vaut mieux supprimer tout d'un coup une partie du code pour optimiser. En fait, c'était pas une bonne décision, mais le code est supprimé. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Rien de grave aujourd'hui, mais c'est un peu là. Si vous lui demandez de diminuer le budget de la sécurité sociale, elle pourrait euthanasier les vieux, et ça marcherait très très bien d'un point de vue comptable, pas d'un point de vue humain, bien sûr. Oui. Mais on peut toujours. Mais il n'y a rien d'existentiel dans la mesure où on peut évidemment lui mettre des garde-fous et valider ou pas ce qu'elle propose. Enfin, moi, je suis pas très inquiet sur ce plan-là. Vous réagissez évidemment, hein. N'hésitez pas, vous réagissez sur ce que vous entendez de ce que vient de dire Laurent Alexandre. Dites-moi, vous allez choquer là en disant ça. Le débat est très fort en ce moment dans la Silicon Valley. Quel est le débat ? Le débat est très fort sur notre capacité à contrôler l'IA, ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire d'aligner l'intelligence artificielle avec nos buts. Quand l'intelligence artificielle va être beaucoup, beaucoup plus intelligente que nous, est-ce qu'on est sûr qu'on est capable de la comprendre et de l'aligner et de la maîtriser, ça veut dire. Et de faire correspondre nos objectifs et ses objectifs. On n'en est pas sûr. Oui. Donc on n'est pas sûr de la maîtriser. Si ça va trop vite. Parce qu'il y a un grand débat dans la Silicon Valley qui est qu'on pourrait bientôt avoir ce qu'on appelle la super intelligence artificielle. C'est-à-dire une intelligence artificielle plus intelligente que la réunion des 8 milliards d'êtres humains. Et Elon Musk pense que ça va arriver dans moins de 1500 jours. Enfin, il peut se tromper, Elon Musk. Il peut se tromper. C'est être très optimiste d'ailleurs. Entre 2028 et 2032, Sam Altman, le père de ChatGPT, pense la même chose. Dario Amodei, qui est le concurrent de ChatGPT, il pense la même chose. Donc, il y a quand même beaucoup de gens dans la Silicon Valley, parmi les créateurs d'intelligence artificielle, qui pensent que la super intelligence artificielle sera là la Silicon Valley va pas guider notre vie, quand même. Elle la guide. Votre téléphone portable, votre vie numérique est contrôlée par la Silicon Valley. Elle contrôle déjà notre vie. Et puis, si elle invente une intelligence qui est supérieure à l'homme dans absolument tous les domaines, on va pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas. Enfin, c'est un phénomène majeur. Notre vrai maître, c'est pas Macron. Notre vrai maître, c'est pas Macron, c'est la Silicon Valley, c'est les milliardaires qui produisent l'IA. C'est là que sont nos vrais maîtres. C'est eux qui organisent nos vies. L'impact de Macron sur nos vies, il est nul. Notre vie est organisée par la Silicon Valley et avec l'intelligence artificielle, elle va l'être de plus en plus. Mais dites-moi, c'était effrayant. Mais non, c'est la réalité. Oui, mais d'accord, mais elle peut être effrayante, la réalité. Mais d'ailleurs, ça les effraie aussi eux-mêmes. Ça les effraie eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui sont très stressés par ça. Il y a même le laboratoire Anthropic, celui dirigé par Dario Amodei. C'est en fait, ils sont très bons, c'est très bons ingénieurs, mais ils ont aussi un peu une idéologie de il faut absolument qu'on se protège et qu'on trouve des manières de contrôler l'IA. C'est ça leur grande thèse. Donc eux-mêmes sont en fait un peu effrayés par ce qu'ils font. D'autres le sont moins, mais bon, c'est des questions qui sont en vrai débat. Alors on va être encore plus concret. On va être encore plus concret dans notre vie professionnelle. Il y a des professions qui sont très menacées. On est d'accord. Les avocats, les professeurs, ne sont pas menacés. La façon de travailler est menacée. Les avocats vont pas mourir. Les médecins vont pas mourir. Mais ils ne vont plus faire la même chose. Dans 10 ans, les médecins ne feront plus le diagnostic, ils ne feront plus l'ordonnance. De toute façon, la société n'acceptera pas que le médecin fasse le diagnostic et l'ordonnance. Ne faites plus d'études de médecine sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. Mais les médecins vont devenir des orchestrateurs d'intelligence artificielle. Et les avocats, pareil. Ils vont orchestrer, manager, organiser les intelligences artificielles. Mais aucun avocat ne va faire un diagnostic juridique dans 10 ans et aucun médecin ne va faire un diagnostic médical. C'est l'IA qui fera. Et le métier de l'avocat et du médecin ne disparaît pas. Il se transforme en orchestrateur des IA. Puisqu'on parle de santé, ça veut dire que c'est formidable pour la prévention, ça. C'est formidable pour tout. On va faire des progrès immenses en médecine. Pour la recherche. D'ailleurs, en médecine, des progrès immenses. Regardez, c'est ce qui a valu le prix Nobel de chimie à Demis Hassabis, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Google. Grâce à l'intelligence artificielle de Google, Demis Hassabis, en quelques semaines, a déterminé la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre. Et vous savez que les protéines sont fondamentales dans le fonctionnement du corps humain, dans le cancer, le vieillissement. Et grâce à l'IA, on a fait un progrès incroyable parce qu'il aurait fallu 5000 ans à la communauté scientifique mondiale pour faire ce que le prix Nobel de chimie et patron de l'IA de Google a fait en quelques jours. Ça a considérablement accéléré la recherche
médicale et biologique. La recherche, la lecture des examens médicaux, par exemple, le diagnostic. Bien sûr. Oui. Ça, et le choix du traitement. Et le choix du traitement. Oui. Et Nous n'irons plus chez le médecin. Non, mais Jean-Jacques, vous, médecin, vous. Si, on ira chez le médecin parce que c'est le médecin qui organisera l'interface entre les IA et nous. Mais je vous le dis, en 2035, nous, médecins, nous ne ferons plus les diagnostics et nous ne ferons plus les ordonnances. C'est un bouleversement incroyable pour ma profession et j'ai plein de collègues qui sont démoralisés. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude dans JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, qui montre que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Et parce que ChatGPT, il est patient, il répond toujours quand on lui demande. Même la nuit, il peut être très gentil, il met bien les mots sur les choses. Une chose avec laquelle je suis pas d'accord sur ce qu'a dit Laurent, pour une fois, c'est sur les avocats. Autant les médecins, il y a un aspect aussi matériel, c'est des fois il faut faire des examens et on peut pas le faire chez soi, donc il faut un endroit et une interface, comme a dit Laurent. Les avocats, moi je suis pas absolument certain que d'ici 20-30 ans, pour être très large, tout sera pas internalisé par les sociétés ou les individus qui ont besoin à un moment d'avoir un procès. J'ai besoin d'aller voir un avocat pour défendre ma cause. J'aurais plus besoin. Donc je vais sur ChatGPT ou sur une autre intelligence artificielle. Ce qui se passe. Je dirais voilà mon problème. Oui. Voilà qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quoi. Ce qui se passe, Jean-Jacques. Quelqu'un que connaît bien Raphaël, mais que je ne vais pas citer, qui est un grand avocat parisien, me disait récemment, maintenant mes clients, ils viennent me voir en disant regarde ce que ChatGPT a sorti. Je te prends 2 heures pour vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, qu'il n'y a pas d'erreur de ChatGPT. Et mon copain avocat, que connaît bien Raphaël aussi, me disait, je facture 2 heures pour vérifier ce qu'a fait ChatGPT au lieu de facturer 10 jours pour faire le boulot que malheureusement maintenant ChatGPT fait. Donc c'est une transformation du métier d'avocat qui finalement devient vérificateur de ce que ChatGPT a écrit à la demande du client. Parce qu'il y a encore besoin d'une vérification, mais pas sûr que ça dure très longtemps. À un moment, le niveau qu'aura l'IA sera meilleur que les niveaux que les avocats pourront vous garantir. Donc on n'ira plus voir son avocat. Bah non, il n'y aura plus de raison. Il n'y aura plus de raison. Les avocats vont réfléchir jour et nuit pour ne pas mourir. Bon. Ils vont se former à l'IA, ils vont travailler pour devenir orchestrateurs des IA et ils vont apporter une valeur ajoutée. Je suis persuadé que les avocats vont pas mourir la gueule ouverte comme un poisson crevé et qu'ils vont rester utiles demain, mais il va falloir qu'ils bossent beaucoup et tout de suite. Et bien sûr, les avocats qui comprennent pas l'IA, ils seront bientôt au chômage de longue durée. À court terme, je suis d'accord, mais en 2050-2100, je vois pas comment ce genre de métier peut continuer à exister. Et les métiers manuels. C'est un vaste débat sur les métiers manuels. La robotique progresse très vite, vous le savez bien. Le savoir-faire. Mais le savoir-faire, l'IA est bien meilleur. Bien meilleur. Qu'un ébéniste, compagnon du devoir. Attendez, ne parlons pas de l'art. Parlons des métiers manuels en dehors de l'art. On pourra en parler après. Sur les métiers manuels, vous aviez peut-être vu avec Olivier Babot, on avait écrit dans le Figaro un article, les robots ouvriers auront l'intelligence d'un polytechnicien. Et donc, quelle va être la compétitivité d'un ouvrier aux 35 heures face à un ouvrier robot qui bosse jour et nuit, qui est super intelligent, qui est plus intelligent qu'un ingénieur, et qui à la fois est un travailleur manuel très fin, et en même temps un travailleur intellectuel. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle organise la fusion du travail manuel et du travail intellectuel. Parce que jusqu'à présent, les laveurs de carreaux, ils n'étaient pas ingénieurs. Et bien là, le robot laveur de carreaux, il va être ingénieur. Et le robot éboueur, il sera aussi intelligent qu'un ingénieur. Où en est-on d'ailleurs? Sur les robots? Oui, sur les robots. En fait, pour faire un robot... L'avantage d'un robot qui a la forme d'un homme, d'un robot humanoïde, c'est qu'il peut remplacer n'importe quel homme parce qu'il peut se mettre sur une chaîne de montage, il peut se mettre à faire de la plomberie. Parce qu'il a des bras et des jambes. Les environnements sont faits pour ça. C'est très difficile à faire, mais il y a 3 éléments qui se sont rejoints là tout récemment pour permettre d'avoir ça bientôt. C'est donc l'intelligence artificielle pour faire le cerveau du robot, mais aussi 2, les batteries de voitures électriques. En fait, à force d'avoir développé les voitures électriques, on a aussi développé des batteries beaucoup plus petites et beaucoup plus efficaces qui servent à alimenter donc des robots. Et le 3e chose, c'est que les drones ont beaucoup progressé. Et les drones, on a beaucoup progressé dans les moteurs qui permettent de stabiliser les mouvements. Vous savez, le drone, il reste très stable. Et ça, c'est aussi ce dont on avait besoin pour avoir de la manipulation très fine des bras, des jambes. Les articulations des robots deviennent démentes. Donc, d'avoir, en gros, les drones, les voitures électriques et l'IA, ça fait qu'on a de quoi. On a la recette pour faire de très bons robots. Je vais dans le concret. Je suis dans ma rue. Mes poubelles, j'ai sorti mes poubelles. J'attends le camion, les éboueurs qui doivent arriver. Si j'ai bien compris, j'aurai un camion
qui circulera tout seul, Avec- et j'aurai avec des robots qui, oui. derrière, Oui. videront les Mais poubelles. c'est pas ça, c'est que nos enfants et nos petits-enfants, Jean-Jacques, Oui. eh bien, en 2050, ils diront comment on a pu laisser des humains faire une tâche aussi exactement. ingrate et dégueulasse que de vider les poubelles. Ils diront c'est scandaleux qu'il y ait des humains qui soient derrière des camions poubelles dégueulasses pendant toute leur journée. Et on dira c'était indigne ce que faisaient nos Il y grands-parents aura ça, quand ils laissaient les éboueurs. Et il y aura aussi comment on pouvait laisser une chose aussi dangereuse aux humains que de conduire une voiture. Il y aura aussi, tu veux dire les que deux côtés. notre cerveau humain ne sera plus aussi créatif que l'intelligence artificielle. On peut le muscler, on peut quand même travailler. Regardez, on fait Oui, du sport oui. pour ne pas atrophier nos muscles, Oui. alors que nous avons des voitures. Mais à quoi ça sert si Et- l'intelligence artificielle nous supplante? À quoi ça sert de travailler notre cerveau? D'abord, il n'y a, Ah, pas plus rien du tout. de temps de gens créatifs Nous allons que ça être... non plus. Enfin, il n'y a pas de Oui. temps de gens créatifs. Non, mais oui. On n'a pas forcément besoin pour faire tourner un pays d'avoir que des Einstein. Enfin, Oui. Et même, je Tout sais le pas- monde n'est pas Jean-Jacques Bourdin. Non, Exactement. ça c'est sûr. Mais Euh, Donc déjà, si on arrive à automatiser toutes les tâches que ne font des gens qui ne sont pas Einstein, ce qui est nécessaire, en fait, ça change radicalement la vie. bon. Après, la question de savoir s'ils sont créatifs ou pas, c'est un peu une question de définition, hein, de mots. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on appelle créatif, etc. Ils créent du texte nouveau. Par exemple, l'IA aujourd'hui, elle fait du texte qui n'a jamais été écrit auparavant par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas de la copie, c'est pas du plagiat. Mais je suis toujours en train de chercher les questions pratiques et les questions qui concernent celles et ceux qui nous regardent et qui se posent comme moi 1000 questions. Par exemple, je suis patron je DRH d'une grande entreprise. Je veux embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, je fais appel à l'IA, si j'ai bien compris. Et là, vous allez faire plein d'économies parce que l'IA, ça coûte beaucoup moins cher qu'un salarié. Oui, mais si j'ai Ça- besoin quand même d'un salarié, C'est ça. je ne sais On pas. revient à ce qu'on disait. J'en aurais plus besoin. Écoutez, On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À court Moi, terme, il y a encore c'est ce problème effrayant, ce que de mémoire, c'est de effrayant, coordination. Ce que je vis ce matin est effrayant. Non, mais c'est Ouais. effrayant. À court terme, il y a encore ce que je vis. ce problème-là de mémoire et de coordination dont on parlait Oui. tout à l'heure avec l'exemple Oui. du mariage. Donc, ça Oui. peut arriver qu'il y ait encore des tâches où vous avez besoin d'un humain. Je suis pas sûr que dans les 5 prochaines années, ce Mais soit encore attendez, beaucoup le cas. attendez. Elon Musk j'ai et lu. Sam Altman Oui. prévoient des entreprises avec 0 salariés. Que des IA et des robots. J'ai lu qu'aux États-Unis, pour embaucher quelqu'un, l'IA permettait de mesurer l'état émotionnel du candidat à travers sa voix, ses hésitations, sa gestuelle. Oui, ça c'est facile. Oui. Ah, Ça c'est l'enfance, Non, c'est mais- enfantin. Ouais. C'est En Europe, interdit c'est par la interdit. réglementation de Bruxelles. ouais. Ce qui est dommage. Ah bon Parce que c'est rigolo. Mais vous êtes contre toutes les interdictions, vous, Laurent Alexandre. Vous êtes, Je voudrais qu'on Vous arrête êtes un de prendre libertarien je Vous êtes voudrais- un libertarien, Je voudrais qu'on arrête presque. de prendre du retard par rapport à la Californie et la Chine. Ouais. Je voudrais Mais- qu'on ne laisse pas à nos enfants et nos Oui. petits-enfants un Ça. pays en ruine avec la dette que nous savons et 30 ans de retard technologique sur la Californie. Sur la question des embauches, il y a le patron de BlackRock qui dit une chose un peu provocante, qui est que les pays qui vont le mieux s'en sortir à l'ère de l'IA et des robots, c'est ceux qui sont en déclin démographique et qui refusent l'immigration. Donc en fait, la Corée et le Japon, Oui. je pense que c'est ça qu'il a Oui. en tête. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple socialement de donner du travail et des nouveaux travaux Ouais. à de l'IA et des robots. Comme ça, il n'y a pas à virer des gens. comme on fait plus d'enfants dans ces pays, hein, Après, la population vieillit, ça veut dire c'est un avenir c'est effrayant Alors, quand même. attendez, Il y aura de moins en moins de jeunes, moi, je de ne plus en crois plus pas- de je ne vieux, crois pas à la et de mort. moins en moins de jeunes qui travailleront. Mais je ne crois Donc, pas à la mort du travail. Hein. Alors, je Ah. ne crois pas. Ah. Moi, je suis persuadé que les gens Oui. malins, courageux, travailleurs, ils peuvent trouver leur place à l'ère de l'IA s'ils s'y mettent très vite, s'ils se forment à l'IA très vite, s'ils apprennent parfaitement à se servir des grands modèles d'IA comme ChatGPT et Gemini. Je suis sûr que les humains peuvent trouver leur place. Il y a plein de startups à créer, il y a plein de nouveaux business à créer en s'aidant de l'intelligence artificielle. Et moi, je ne crois pas à cette thèse de la mort du travail. En tout cas, je ne crois pas à la mort du travail pour les gens malins et travailleurs. Pour les feignasses, connes, peut-être, mais pas pour les gens courageux et malins. Mais ne faites plus d'études. C'est le titre de votre livre. Oui. Pourquoi dites-vous ça? Ne faites plus d'études. Parce que les études ne servent plus à rien, structurées comme elles sont aujourd'hui. Je dis les yeux dans les yeux aux jeunes, si vous faites des études de médecine aujourd'hui, telles que sont organisées les études de médecine, vous allez perdre 10 années de votre vie. Il faut 10 ans pour être médecin généraliste alors je aujourd'hui. fais quoi? Eh ben, vous montez Les votre structures sont- vous montez votre business, vous Oui. montez votre start-up avec 0 employé, avec des IA et des agents IA, et vous allez créer votre business et vous serez votre propre patron. C'est le conseil que je donne aux gens, au lieu d'aller faire des masters bidons dans nos facultés qui, comme vous Non, ça, c'est savez, sûr. donnent des diplômes en chocolat au lieu de vrais diplômes. Est-ce que Jean-Jacques, juste un chiffre. Oui, Vous Laurent. avez vu l'étude de l'OCDE
Sur 10% Ah oui, j'ai vu. Oui. des étudiants français qui sont en licence ont le niveau en lecture, en écriture du CM2. Oui. L'université est devenue une poubelle. Elle est devenue une poubelle pour les post-adolescents, une garderie pour les post-adolescents feignants et pas malins. Oui. Et donc oui, vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Laurent Alexandre? Dites-nous, parce que réagissez. Tant que l'université ne s'est pas adaptée au monde de l'IA, faire des études est le plus souvent inutile. Mais dites-moi. Je suis fatigué. Bill Gates, Elon Musk, Sam Altman ne cessent de répéter que faire des études, ce ne sont pas des gourous. Ce ne sont pas les gourous de notre époque non plus. C'est pas le mien. Ce sont les gourous de notre temps et ce sont les maîtres du monde. Mais vraiment, vous le croyez? Vous le croyez? Ce sont les maîtres du monde. Vous êtes d'accord? Pas tout à fait. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de maître du monde au sens où, je pense que Laurent sera d'accord, mais qu'il n'y a personne ne gouverne tout le monde, enfin tout seul. C'est eux qui organisent le futur. Mais disons que c'est eux qui mettent le plus d'investissement dans la manière dont la société, ce à quoi la société ressemblera demain. J'ai vu le président de la République qui lançait une grande alerte et qui appelait l'Europe justement à se mobiliser et investir massivement à travers des emprunts, à travers la vache. L'Europe parle pendant que la Chine et les États-Unis agissent. Nous n'avons aucune volonté, c'est pour ça qu'on décline à toute vitesse. On parle de sursaut alors que nous organisons le déclin technologique de l'Europe. Raphaël est d'accord avec moi. On a un problème, c'est qu'on a raté la technologie d'avant, enfin le cloud et le numérique, et donc on n'a pas de très grands champions qui dégagent des revenus permettant d'investir dans l'IA. Donc on est dans l'impasse et on ne sait pas très bien comment revenir sur l'autoroute. C'est vraiment la grande difficulté. Parce que Jean-Jacques, ce que dit Raphaël est important. Les géants du numérique dont on parle, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, ils gagnent des centaines et des centaines et des centaines de milliards chaque année avec leur métier traditionnel. Et cet argent, ils l'investissent pour développer l'IA. Dont des centaines de milliards qui viennent d'Europe d'ailleurs. Parce qu'on utilise leurs outils. Parce qu'on utilise leurs outils, bien sûr. Il faut absolument que, si j'ai bien compris, les universités s'adaptent, les grandes écoles s'adaptent, et que nous fassions des études autrement. Mais faire des études pour travailler dans l'IA, dans le monde de l'IA, dans le futur. Non. Pour orchestrer les IA. Pour orchestrer les IA. Les gens vont pas tous bosser pour produire de l'IA. Ils vont utiliser l'IA en les orchestrant pour faire des tâches, rendant des services à l'humanité. Et le contact humain et la vie sociale. Il y aura toujours de la vie sociale, d'abord, ça n'empêche pas. Il y a plein de sociétés qui fonctionnent avec des très bonnes vies sociales sans que les gens aient un métier très, très productif. Donc ça, je pense qu'on va s'inventer plein de bullshit jobs, comme on dit. Ça, on est très fort pour s'inventer des métiers qui ne servent à rien. Dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, il y a plein de gens qui bossent pas, par exemple, depuis toujours, et on s'en satisfait. Bon, c'est dommage que ce soit avec nos impôts, mais des gens qui ne produisent rien, dans l'administration, on a quand même un nombre respectable. Sans cracher sur la fonction publique. Mais avec l'IA, on nous guide. Déjà c'est le cas. Sur la musique, sur nos goûts, amoureux. On est guidé. On est conditionné. Est-ce que l'IA nous conditionne? Il y a une étude de l'université. Mais est-ce que vous acceptez d'être conditionné? Il y a une étude de l'université de Chicago qui montre que les unions choisies par IA marchent mieux et entraînent moins de divorces que les unions choisies traditionnellement. Mais c'est pas grave. Le divorce, c'est pas grave. Enfin, avant l'IA, quand vous alliez dans une boutique pour acheter des disques, avant même le numérique, il y avait le disquaire, il pouvait avoir mis tel disque devant plutôt que derrière. Enfin, il y avait les studios avaient choisi qui était derrière. Les studios avaient choisi d'enregistrer plutôt celui-là que celui-là et de financer plutôt celle-là que celle-là. Et vous aviez de la pub et vous aviez. En fait, on n'a jamais vraiment été totalement libre, c'est une sorte d'illusion. Et là, maintenant, on a d'autres manières de nous inciter à consommer tel ou tel produit. On parlait d'amour. Laurent Alexandre nous parlait d'amour. Mais l'amour, c'est pareil. Vous rencontriez les gens de votre école. Par exemple, je vais demander à l'intelligence artificielle pourquoi est-ce que je me suis disputé avec mon ami. Elle va bien répondre. Qu'est-ce qu'elle va dire, l'intelligence artificielle? Si vous expliquez la dispute avec votre maîtresse, va très bien expliquer à quoi c'est dû. Alors c'est tout à fait capable, la question, mais c'est dans tous les domaines d'ailleurs, c'est de lui donner suffisamment de contexte. Parce que l'IA, elle est très bonne, elle est très intelligente, mais il faut quand même qu'elle sache de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Elle peut pas inventer pour vous ce qu'il y a dans votre vie, donc il faut lui dire. Il faut lui dire quand même. Bien sûr. Comment vous voulez qu'elle sache? L'être humain gardera une face cachée. Non, si vous lui dites pas que vous avez échoué au lit la veille au soir, elle va pas le deviner. À moins que vous mettiez une caméra dans la chambre à coucher. Donc je touche du doigt les limites de l'IA. Mais c'est pas une limite de l'IA, parce c'est que pas les une humains, limite de l'IA, mais c'est... Si vous allez voir un ami et vous lui disiez, tu peux donner ton conseil, il faut lui dire quand même ce qui s'est passé. Il faut que... Je veux dire, nous garderons une part de vie privée.
Il y a ça, et puis même d'un point de vue économique, ça veut dire que les sociétés qui peuvent garder une sorte de valeur ajoutée, c'est celles qui ont des informations confidentielles qui ne sont pas accessibles publiquement. Voilà. Parce que là, ça veut dire que l'IA ne peut pas remplacer ce qu'elles savent et que personne d'autre ne sait. Bon, c'est pas évident à construire. Est-ce que 2 salariés de l'entreprise, 2 cadres de l'entreprise vont échanger, l'IA ne saura pas. Et donc l'IA ne saura pas. Ça dépend par quel moyen. S'ils échangent sur oralement. Si vous allez dans la forêt, si vous stockez les conversations que vous avez pour la donner à l'IA, ce que beaucoup de gens font dans les meetings, l'IA le saura parce qu'elle aura enregistré avec votre autorisation la conversation. Et vous aurez, à part pour des cas très très confidentiels, vous auriez tort de ne pas enregistrer tout. Si vous avez un système, une IA qui est capable de tout voir en permanence, de tout ce que fait tout le monde dans une organisation, vous n'avez pas besoin de bureaucratie en un sens. Tout le monde sait en permanence ce qui se passe, vers où il faut travailler, ce qui bloque. Donc, en un sens, c'est formidable. Même si c'est aussi la surveillance totale généralisée. Et dites-moi, l'IA va nous indiquer que manger. Les IA peuvent nous aider dans tous les domaines. Le problème, c'est quelle société on organise derrière et on n'a pas la réponse parce que nos politiques sont nulles. En IA, à quelques très rares exceptions. Alors, quelle société on peut organiser derrière ? Parce que, est-ce que nos démocraties anciennes maintenant, sont en danger là ? Oui, bien sûr. Elles sont en danger à cause des autocrates russes, chinois, mais elle est aussi challengée parce que nos démocraties ont du mal, notamment européennes, ont du mal à surfer sur cette vague technologique qui va trop vite pour les mécanismes politiques de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'une démocratie est forcément lente. Raphaël Dehaene explique très bien dans ses écrits qu'on a eu des démocraties rapides. Sous Pompidou et Giscard, le plan Mesmer pour le nucléaire. On construisait des centrales nucléaires en 5 ans. Mais on faisait ça extrêmement vite. Donc on peut être démocratique et rapide. Mais aujourd'hui, l'Europe est lente. Mais c'est pas du tout à cause de l'IA. Et je pense elle est normée. On vient d'une idée fausse qui est que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, ce serait dû à la démocratie. Il y a des gens qui pensent que Hitler, c'est une sorte de perversion de la démocratie et que donc il faut faire des garde-fous en permanence pour empêcher qu'on puisse un jour retomber là-dedans. Mais je pense que on n'est plus du tout dans le même monde, que c'est plus du tout les mêmes risques, que en fait ces garde-fous nous font trébucher en permanence et nous empêchent d'avancer, et que c'est ça qu'il faut, c'est la racine du problème, je pense. Il faut réussir à sortir de ce principe de précaution démocratique. Des manipulations politiques, des ingérences. Oui, mais il a déjà eu avant, ça. C'est pas une nouveauté vraiment. Sauf que ça va beaucoup plus vite et que ça se répand beaucoup plus vite. Je pense pas que ce soit vraiment un changement radical de ce point de vue-là. Vous pouvez déjà, à la limite, donc c'est pas une inquiétude que vous avez. Limite, l'algorithme de recommandation qui vous montre plutôt telle vidéo que telle autre sur Instagram est plus influent sur ce que vous pensez que ce que peut vous dire ChatGPT. Qui en plus, ChatGPT, il va un peu vous voir en miroir. Il va vous prendre, il va vous dire il va voir ce que vous pensez, il va vous dire oui, vous avez raison de penser ça. C'est la chambre d'écho, mais on connaissait déjà ça. Les maîtres du monde seront ceux qui maîtrisent l'IA ? Oui, bien sûr. Oui, ça oui. Et ça, vous le dites. Je reviens là-dessus. Mais ceux qui contrôlent les robots et qui contrôlent les data centers qui fabriquent l'infrastructure matérielle. La Silicon Valley a un plan d'investissement en intelligence artificielle de 2900 milliards au moment où nous parlons. C'est une force de frappe absolument incroyable. Regardez, Elon Musk a le projet de mettre dans l'espace 1 million de satellites producteurs d'intelligence artificielle. 1 million de satellites. Et vous avez vu que pour organiser ça, il a fusionné SpaceX, ses satellites Starlink, avec Twitter. Et avec son intelligence artificielle, Grok, XAI. Donc il organise une fusion incroyable entre les satellites, les fusées, les data centers d'intelligence artificielle et Twitter. Et on rejoint et il va créer un monstre qui va organiser l'intelligence artificielle. Et on rejoint le problème de l'Europe. Elon Musk, il a mis moins d'un an entre le moment où il a décidé de construire des data centers pour XAI, son IA à lui, et la mise en service du data center. Nous, on met 5 ans pour passer de la décision à la mise en service. Donc 5 fois plus long. C'est terrible. Et si effectivement il commence après à aller à des échelles encore largement différentes, comme mettre des GPU, des puces informatiques dans l'espace, là on est vraiment très 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 en retard. Et il n'aura pas ce qu'on a en France tous les 4 matins, un contentieux devant le juge administratif par les associations écologistes pour bloquer les data centers. Vous n'aimez pas les écologistes, vous, Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que dans l'espace, il n'aura pas de contentieux sur les satellites qu'il va mettre dans l'espace pour fabriquer de l'IA. D'ailleurs ça marchera au solaire. Est-ce que vous croyez que l'IA serait contente de notre conversation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est contente si on lui dit d'être contente. D'accord. Elle est contente si on lui dit d'être contente. Elle serait satisfaite ou pas ? Elle n'a pas encore de joie. Mais là, si vous vouliez, par exemple, avoir un avis utile de l'IA sur ce qu'on vient de dire, vous pourriez lui demander mon objectif, c'est que
les gens soient mieux informés, comprennent mieux les enjeux de l'IA. On peut lui dire que c'était ça l'objectif. C'est mon objectif, voilà. oui. Et que c'était pas, par exemple, d'avoir une discussion, je sais pas, de PhD sur en machine learning, quoi. Enfin bon, c'était pas. Et donc, à partir de cet objectif, est-ce qu'on a bien rempli voilà, la mission, et est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait dû aborder, qu'on pourrait poser à l'IA. On pourrait les poser, et je pense qu'elle répondrait très bien. Bien sûr. Elle répondait très bien. Et si elle nous dit qu'il y a un sujet évident qu'on n'a pas vu, dommage. Et si elle dit non, vous étiez nul, c'est embêtant. Évidemment. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, la prochaine fois, vous interviewerez directement ChatGPT. Oui, non, je ne le ferai pas. Non, mais je préfère vous avoir. Je préfère vous avoir. L'échange me paraît. Vous devriez un jour interviewer ChatGPT en mode audio, ce serait intéressant. Ouais. Ou de comparer avec les autres aussi. C'est intéressant de voir la différence. De comparer avec les autres. Il y a ChatGPT, mais il y a aussi d'autres modèles. Il y a celui de Google qui s'appelle Gemini, il y a Claude, et ils n'ont pas les mêmes personnalités. C'est vrai. Et idéologiquement, ils ne sont pas tous les mêmes. Ah bon? Oui. C'est-à-dire d'une IA à l'autre. Grok est plus à droite que Gemini ou ChatGPT, qui sont plus à gauche. Ah bon? Ils ont pas les mêmes... Grok n'est pas woke, il n'est pas en faveur des trans, alors que ChatGPT et Gemini adorent les trans. Par exemple. Et même des questions de précaution, par exemple ChatGPT, si vous lui demandez si je peux manger un yaourt 2 jours après la date de péremption, ChatGPT vous dire ah non c'est mieux pas, il est très précautionneux, il veut pas avoir un procès après. Claude va vous dire ah oui sans problème, tu sais la date de péremption c'est pas non plus si important. Et c'est Claude qui a raison. Voilà, et c'est Claude qui a raison. Oui, c'est Claude qui a raison. Parce que la date de péremption elle est... Pour terminer, je voulais un peu surfer sur ce qui a été décidé par le gouvernement américain, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour se rendre aux États-Unis, il va falloir fournir un historique de ces réseaux sociaux depuis 5 ans. Il va falloir fournir les numéros de téléphone que l'on a passés, les coups de téléphone depuis 5 ans. Fournir toutes les adresses mail utilisées depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que vous en pensez quoi, vous, Laurent Alexandre? C'est un embryon de dictature numérique, mais je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas que mon visa pour les États-Unis me soit refusé la prochaine fois, donc je vais rester très pudique. Mais c'est un embryon de dictature. Numérique, oui. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout c'est très bureaucratique. Pourquoi ils font pas ça par IA? De chercher nos adresses mail, de chercher nos conversations téléphoniques. Pourquoi est-ce qu'on doit le remplir nous-mêmes? C'est pour nous faire chier. Oui. C'est uniquement. Oui, alors, si la NSA veut savoir quelque chose sur pour nous, nous décourager d'aller aux États-Unis. C'est pas vraiment leur problème. On n'est pas besoin qu'on leur dise quelle adresse email on utilise pour qu'ils sachent quelle adresse email on utilise. Messieurs, je vous remercie. Merci d'être venus nous voir. C'était passionnant. Merci. Commentez ce que vient de dire Laurent Alexandre, commentez ce que vient de dire Raphaël Dohan. Je lirai évidemment vos commentaires et je répondrai à certains de vos commentaires.